La question des liens entre certains courants de la gauche et l'islam politique est un sujet complexe et controversé, souvent désigné par l'expression « islamo-gauchisme », dont l'usage et la pertinence sont eux-mêmes débattus. Les analyses sociologiques et politiques identifient plusieurs facteurs qui peuvent pousser une partie des candidats et militants de gauche à adopter une attitude de « complaisance » ou de « sympathie » envers des mouvances islamistes radicales, selon les critiques. Voici les principaux arguments et explications avancées. L'antisionisme et la convergence des luttes, c'est l'une des raisons les plus fréquemment citées. Historiquement, une partie de l'extrême gauche s'est alliée au mouvement de libération nationale perçu comme anti-impérialiste. Dans le contexte du conflit israélo-palestinien, cette logique se traduit par un soutien inconditionnel à la cause palestinienne, perçue comme la lutte d'un peuple opprimé contre un État colonisateur. Cette position peut mener à une alliance de fait avec des groupes islamistes qui se positionnent également en tant qu'acteurs de la résistance palestinienne, comme le Hamas. Pour certains, réside dans une évolution de la pensée de gauche vers des théories comme l'intersectionnalité. Selon cette approche, les oppressions, de classe, de race, de genre, sont interconnectées. Dans ce cadre, la discrimination subie par les personnes musulmanes en France, racisme, islamophobie, est perçue comme une oppression systémique, au même titre que d'autres formes de racisme. Dès lors, la recherche de voix dans les quartiers populaires à forte population musulmane est un enjeu jugé colonial, patriarcal et inégalitaire. Jugé colonial, patriarcal et inégalitaire, peut être vu, paradoxalement, comme un allié potentiel. Cette perspective conduit à une mise en cause de la laïcité française, perçue comme un outil d'oppression et de stigmatisation des minorités musulmanes. Il est important de noter que cette sympathie est loin d'être unanime au sein de la gauche. Elle est l'objet de vifs débats et de fractures internes, notamment sur la question de la laïcité, de l'universalisme républicain et de la défense des droits des femmes et des personnes LGBTQ+, qui sont des valeurs souvent remises en cause par l'islam politique. De nombreux acteurs de la gauche républicaine et laïque dénoncent fermement cette alliance et ses dérives. Les gouvernements européens ont plusieurs intérêts à promouvoir l'émergence de la culture arabe sur leur territoire, principalement liés à des objectifs diplomatiques, économiques et d'intégration sociale. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mondialisation et de la présence croissante de communautés issues du monde arabe en Europe. Dialogue interculturel et cohésion sociale. Favoriser la culture arabe est perçu comme un moyen de renforcer les européennes. En reconnaissant et en valorisant la culture d'origine des populations issues de l'immigration, les gouvernements cherchent à combattre la discrimination et les préjugés en montrant que la culture arabe est une composante légitime de la diversité européenne. Faciliter l'intégration en créant des ponts entre les communautés, plutôt que de les isoler. Les institutions culturelles comme l'Institut du monde arabe, IMA, à Paris sont des exemples de cette approche, cherchant à promouvoir une meilleure compréhension mutuelle. Prévenir la radicalisation en offrant aux jeunes d'origine arabe un sentiment d'appartenance et de reconnaissance, réduisant ainsi le risque repli communautaire. Rayonnement diplomatique et coopération économique. La culture est un puissant outil de soft power. En investissant dans la promotion de la culture arabe, les gouvernements européens visent à renforcer les liens diplomatiques avec les pays du monde arabe. Cela peut se traduire par des accords de coopération culturelle, des échanges artistiques et universitaires, qui servent de base à des relations politiques et économiques plus solides. Ouvrir de nouveaux marchés. La coopération culturelle peut créer des opportunités d'affaires dans le tourisme, l'art, le cinéma et d'autres secteurs créatifs. Des projets comme le Louvre à Abu Dhabi illustrent la manière dont la culture peut être un moteur de coopération économique à grande échelle. Héritage commun, qui a contribué à la Renaissance et au siècle des Lumières en Europe. Cet effort permet également de stimuler l'innovation et la créativité en Europe. La diversité culturelle est un terreau fertile pour de nouvelles idées, formes d'art et expressions sociales. Enrichir le patrimoine européen. L'influence arabe est visible dans la cuisine, la musique, l'architecture et la langue de plusieurs pays européens, et la reconnaissance de cette influence est un moyen d'enrichir le patrimoine commun. Le pétrole joue un rôle absolument central, souvent sous-jacent, dans la relation entre les gouvernements européens et les pays arabes. L'énergie, et en particulier le pétrole et le gaz, est un facteur déterminant de la géopolitique et de la diplomatie européenne envers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Voici comment le pétrole influence les politiques des gouvernements européens, y compris leur approche de la culture arabe. 1. La dépendance énergétique et la diplomatie. Sécurité d'approvisionnement.
L'Europe a une forte dépendance aux importations d'hydrocarbures, en grande partie issus des pays du Golfe et d'autres nations arabes, Algérie, Libye, etc. Cette dépendance impose une priorité absolue à la stabilité de la région pour garantir un flux constant de pétrole et de gaz à des prix raisonnables. Les politiques étrangères européennes sont donc façonnées par la nécessité de maintenir de bonnes relations avec les régimes en place, même s'ils ne sont pas démocratiques, pour des raisons de sécurité énergétique. L'arme du pétrole. Le choc pétrolier de 1973 est un exemple historique marquant. En réponse au soutien de pays européens à Israël lors de la guerre du Kippour, l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, OPAEP, a décidé un embargo pétrolier et une hausse massive des prix. Cet événement a forcé les pays européens à réévaluer leur politique au Moyen-Orient et à adopter une position plus équilibrée, voire plus favorable à la cause palestinienne, afin d'assurer leur approvisionnement en énergie. C'est l'un des premiers moments où l'Europe a pris une position diplomatique distincte de celle des États-Unis sur la question israélo-palestinienne, en partie motivée par des considérations énergétiques. 2. Le pétrole comme source de soft power et d'échange. Financement. La manne pétrolière a permis à certains pays arabes, comme l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, de devenir des acteurs économiques et culturels majeurs. Ces États investissent massivement en Europe, que ce soit dans l'immobilier, les entreprises ou les institutions culturelles et sportives. Ces investissements sont un moyen de diversifier leurs économies, mais aussi d'accroître leur influence. Les gouvernements européens, en quête d'investissements étrangers, sont enclins à faciliter ces partenariats, y compris ceux qui ont une dimension culturelle. Projets culturels et diplomatiques. Des projets comme le Louvre à Abu Dhabi ou le mécénat de fonds qataris dans des musées ou des événements culturels européens s'inscrivent dans cette logique. Les pays arabes utilisent ces investissements pour améliorer leur image internationale et promouvoir leur culture. En parallèle, les gouvernements européens y voient un double intérêt: attirer des capitaux pour financer leurs propres institutions culturelles. S'engager dans un dialogue culturel qui sert de contrepartie aux accords énergétiques et commerciaux. Cela permet de lisser les relations, en évitant de se concentrer uniquement sur les aspects transactionnels liés aux ressources. 3. Les défis et les tensions. La transition énergétique. Avec la prise de conscience des enjeux climatiques, la dépendance au pétrole est de plus en plus contestée. Les gouvernements européens s'efforcent de diversifier leurs sources d'énergie et de se tourner vers des énergies renouvelables. Cela pourrait, à terme, modifier les dynamiques de pouvoir et réduire la centralité du pétrole dans leurs relations avec le monde arabe. Influence idéologique. Les critiques soulignent que les financements liés au pétrole peuvent aussi avoir une dimension idéologique. Certains fonds, publics ou privés, ont pu servir à promouvoir des courants de l'islam politique ou conservateur en Europe, dans le but d'accroître leur influence sur les communautés locales. Les gouvernements européens sont alors confrontés à un dilemme: accepter des capitaux nécessaires à l'économie tout en s'assurant qu'ils ne servent pas à saper les valeurs républicaines de la laïcité et de l'égalité. En résumé, le pétrole est la raison structurelle pour laquelle les gouvernements européens entretiennent des relations étroites avec le monde arabe. La culture n'est pas un simple ajout anodin, mais un outil diplomatique et économique puissant qui sert à consolider ces relations, à la fois pour des raisons de sécurité énergétique et pour attirer les investissements générés par les richesses du pétrole. C'est un sujet délicat et les avis divergent sur la question. Certains experts estiment qu'un conflit de valeurs peut émerger si l'interprétation de la laïcité française, qui garantit la neutralité de l'État, s'oppose à des pratiques religieuses perçues comme allant au-delà de la sphère privée. Ce choc potentiel pourrait mettre à l'épreuve les principes de la République. D'autres pensent que la laïcité est l'outil le plus approprié pour gérer cette coexistence en définissant un espace public commun où les religions peuvent exister sans s'imposer. Les risques potentiels. Un des risques majeurs est la fragmentation sociale. Si des communautés ne se reconnaissent pas dans les principes de laïcité, cela peut mener à un repli communautaire, où les règles religieuses ou identitaires priment sur les lois de la République. Ce phénomène, s'il se généralise, pourrait compromettre l'unité nationale. Un autre risque est la remise en question des droits individuels. Certaines interprétations de la religion islamique, tout comme d'autres religions, peuvent être en contradiction avec les valeurs de la République, notamment l'égalité entre les sexes ou les droits des minorités LGBTQ+. La laïcité, en tant que cadre juridique, est censée protéger ces droits, mais la pression de certaines mouvances conservatrices pourrait la rendre plus difficile à appliquer. Les solutions et les perspectives. Pour éviter ces dérives, plusieurs approches sont envisagées. Renforcer l'éducation civique, promouvoir dès le plus jeune âge les principes de la laïcité, de la tolérance et du respect mutuel dans les écoles peut aider à former de futurs citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs. Adapter la laïcité.
Certains estiment que la loi de 1905 devrait être interprétée de manière plus souple, pour mieux prendre en compte la diversité religieuse de la société française. Cette approche, appelée laïcité inclusive, est souvent en opposition avec la laïcité républicaine plus stricte. Encourager un islam de France. Les pouvoirs publics cherchent à créer des institutions qui permettraient de former un clergé musulman ancré dans la culture et les valeurs françaises, afin de contrer les influences étrangères et les courants extrémistes. Lutter contre l'extrémisme. Les autorités s'efforcent de cibler et de démanteler les réseaux radicaux qui promeuvent la haine et la violence, indépendamment de leur appartenance religieuse, tout en veillant à ne pas stigmatiser l'ensemble des croyants. La République française est un système juridique et politique capable de s'adapter et de se défendre. Son avenir dépendra de sa capacité à maintenir un équilibre entre la protection de la liberté de conscience de chacun et la défense des valeurs fondamentales qui la fondent. Où l'islam radical est passé, il reste souvent un héritage de destruction, de gouvernance autoritaire et de bouleversement social profond. Les conséquences varient en fonction de la durée du contrôle et de l'intensité de la violence, mais des schémas récurrents peuvent être observés. Destruction et bouleversement. Les groupes radicaux, qu'ils soient inspirés par l'État islamique, Al-Qaïda ou d'autres mouvements extrémistes, ont laissé derrière eux des territoires marqués par la destruction matérielle et culturelle. Les villes et les infrastructures sont souvent en ruine, rendant le retour à la vie normale extrêmement difficile. Des monuments historiques et des sites archéologiques, jugés contraires à leur idéologie, sont souvent délibérément détruits, comme l'ont été les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan ou les sites de Palmyre en Syrie. La destruction ne se limite pas aux bâtiments. Le tissu social est déchiré. Les minorités religieuses et ethniques sont souvent ciblées par la violence, le déplacement forcé ou la persécution, ce qui conduit à une perte irréversible de la diversité culturelle et de la coexistence. Gouvernance et répression. L'établissement d'une gouvernance radicale s'accompagne de l'imposition brutale d'une version rigoriste de la charia. Ce n'est pas une loi islamique tolérante, mais une interprétation ultra-conservatrice et violente qui s'applique à tous les aspects de la vie. Les libertés fondamentales, comme l'expression, le droit des femmes et les droits des minorités, sont supprimés. La gouvernance de ces groupes est souvent basée sur la terreur et la violence. Les châtiments publics, les exécutions et la répression systématique de toute dissidence sont monnaie courante. Même après leur départ, cette peur et cette méfiance persistent dans la population, compliquant la reconstruction d'une autorité légitime et démocratique. Conséquences à long terme. À long terme, les effets de l'islam radical sont visibles sur la psychologie collective et l'économie. Les traumas psychologiques. Les populations ayant vécu sous un régime radical souffrent souvent de traumatismes durables, de stress post-traumatique et de méfiance envers autrui. L'économie est en ruine. Les systèmes économiques locaux sont souvent anéantis, et la fuite des cerveaux est un problème majeur. Le retour à une activité économique normale prend des années, voire des décennies. L'héritage idéologique. Même si les groupes radicaux sont chassés militairement, leur idéologie peut subsister, laissant un héritage de haine et de division au sein de la société. Le risque de résurgence est toujours présent. En somme, l'islam radical ne laisse pas de traces positives. Il crée un vide de gouvernance, une population traumatisée et un pays dévasté, à la fois physiquement et socialement. La reconstruction qui suit est un processus long et difficile, qui nécessite des investissements considérables et un effort de réconciliation pour surmonter les cicatrices laissées par ces mouvements.